À la une de cette édition, plus de 5 millions d'enfants visés par la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. L'opération est lancée à Bougouni. Elle concerne les enfants de 0 à 59 mois. Grand reportage de ce 20h week-end. Il est consacré à la filière lait à Sikasso. La région produit plus de 4 millions de litres par an. Une performance qui cache une difficulté, la conservation du lait, malgré l'appui de l'État et des partenaires. Dans ce journal, ne manquez pas également un beau reportage sur l'origine du quartier Bella Ferrandi de Tombouctou. Nous vous proposons un gros plan sur les activités socio-économiques et culturelles des premiers habitants de ce vieux quartier. Sidiki Diabaté, le virtuose de la Kora, sur scène pour présenter au public un double album intitulé Kora Lover, une nouvelle galette de 28 titres qui rend hommage à son père Toumani Diabaté à travers le titre phare Kaladjoula Sangoy. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est lancée à Bougouni. L'opération vise à plus de 5 millions d'enfants à travers le pays. Objectif, éradiquer la maladie du Mali. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. Le point à Bougouni avec Abdul Karim Konaté. Le gouvernement malien, à travers ses partenaires techniques et financiers, se mobilise pour une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'objectif est d'éliminer cette maladie chez les enfants de 0 à 59 mois. La région de Bougouni vient d'abriter le lancement national de cette campagne de vaccination. Ici, nous sommes au quartier de Tourakabou où le chef de l'exécutif régional inocule les premières doses de ces vaccins aux enfants des familles Diara, Tapo et Traoré. Le Mali a été certifié libre du poliovirus sauvage le 22 octobre 2008. Malgré ces efforts remarquables, le pays connaît depuis février 2023 une épidémie de poliovirus variant circulant de type 2 avec un total de 21 cas, dont 15 issus de la surveillance des PFA et 6 de la surveillance environnementale. En début 2024, seul un cas a été signalé dans la région de Sikasso. Suite à ces cas, des ripostes ont été organisées en synchronisation avec les pays voisins. Au total, 365 586 enfants âgés de 0 à 59 mois des 107 aires de santé de la région de Bougouni attendent cette vaccination. Elle mobilisera 1830 vaccinateurs, 271 superviseurs, 1130 mobilisateurs sociaux, 183 crieurs publics et 75 superviseurs des mobilisateurs de proximité. Tout cela pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pour l'atteinte des objectifs assignés à cette campagne, j'exhorte tous les parents et gardiens d'enfants à se mobiliser pour que tous nos enfants âgés de 0 à 59 mois, quel qu'en soit le statut vaccinal, reçoivent les doses. L'occasion est opportune pour féliciter les acteurs impliqués dans l'organisation des présentes journées et exprimer toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la transition, au premier rang desquels le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est le lieu aussi pour moi de remercier une fois de plus tous les partenaires techniques et financiers. Rappelons que la poliomyélite demeure toujours une maladie incurable pour les enfants de 0 à 59 mois. Cette vaccination se fera de porte en porte en stratégie avancée fixe et mobile. Table ronde sur la résilience alimentaire et nutritionnelle au Mali, sujet débattu au cours de 2 panels à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Une initiative du projet NEMA, Soumaou Aïdara, Aruna Diara. Mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, c'est l'objectif visé par le projet NEMA. Cette table ronde se tient dans le but de faciliter la compréhension du problème pour qu'il soit mieux pris en compte par les autorités et les ONG. Le premier panel porte sur les défis de la résilience alimentaire au Mali. Le second panel, c'est sur le droit à l'alimentation. Le Mali est un état de droit, donc le droit à l'alimentation est inscrit aussi dans notre constitution. Donc il y a des conventions là-dessus. Ce projet a pour objectif principal de renforcer la capacité
des institutions d'enseignement supérieur en matière de recherche sur les questions alimentaires et nutritionnelles, afin de lutter contre les a organisé cette année avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, une initiative intérim et la représentante du ministère de tutelle voit d'un très bon œil. La région du Sahel fait de manière récurrente à des crises alimentaires et nutritionnelles affectant de plus en plus des millions de personnes. En 2022, elle est encore frappée par une crise sans précédent, touchant plus de 33,3 millions de personnes dans l'ensemble des 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une grande contribution à la réflexion et au plaidoyer pour une résilience alimentaire et nutritionnelle viable et durable dans notre pays. Le projet NEMA s'étale sur une durée de 3 ans pour essayer de répondre aux enjeux, aux défis et surtout trouver des perspectives en vue d'obtenir des résultats durables et positifs en matière d'alimentation et de nutrition. Demain s'ouvrent à Bamako les travaux de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes. La session se penchera sur 377 dossiers de candidature soumises par 60 établissements d'enseignement supérieur et de recherche issus de 8 pays membres du CAMES. Une rencontre couplée à l'atelier en assurance qualité de l'enseignement supérieur. Pour plus de précision, écoutons le professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES, au micro de Youssouf Diakité. L'ambition fondamentale du CAMES, c'est aujourd'hui d'harmoniser, de coordonner les politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dans les États membres. Et donc c'est la première fois que tous les acteurs du PRED se réunissent ici à Bamako pour reprendre ces sessions en présentiel, ce qui est important. Ensuite, la deuxième particularité de cet atelier du PRED à Bamako, il faut savoir que c'est un atelier qui va se caractériser par le nombre record de candidatures soumises à l'évaluation PRED, avec plus de 377 candidatures donc, de formation qui seront là, qui proviennent de 60 institutions d'enseignement supérieur et de recherche et de 8 pays. Et le Mali même, d'ailleurs, partira avec environ 22 formations venant de 9 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'autre particularité, et qui est très importante et qui va marquer l'histoire du CAMES, c'est qu'au cours de cette session, nous espérons pouvoir mettre en place le cadre de concertation de toutes les agences d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur en Afrique, qui vient d'une résolution du Conseil des ministres du CAMES qui s'est tenu en 2024. Donc nous espérons pouvoir mettre ce cadre-là qui va permettre effectivement la concertation entre toutes ces agences et l'harmonisation, mais une harmonisation vers des standards élevés. Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, notre infinie et différente gratitude à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui est le président de la transition et chef de l'État, pour le soutien, je dirais, historique et constant que le Mali apporte à notre institution commune. Niamey vient de célébrer le 25e anniversaire de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Niger. En marge de l'événement, le ministre nigérien en charge de la question s'est entretenu avec le président de l'AMRTP, accompagné de ses homologues du Burkina Faso, du Togo et du Niger. Saïdou Pona Sangaré s'exprime à l'issue de la rencontre au micro de nos envoyés spéciaux à Niamey, Abebatou Ditkoyan Diakité et Adama Kamara. Nous avons en tout cas reçu l'insigne honneur d'être associés à ce 25e anniversaire de l'ARCEP du Niger. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, notamment le projet de free roaming que nous avons décidé d'officialiser aujourd'hui en marge. Cette officialisation est tout simplement un symbole commun et un vecteur en fait de pouvoir mettre en place notre volonté commune de l'intégration de notre espace confédéral bien évidemment et de montrer toute la capacité aussi que nous avons d'avancer de l'avant avec ce projet-là. Et donc c'est un point très concret
en tout cas dans la mise en place de la collaboration pour l'Alliance des États du Sahel. Donc bien évidemment d'autres points ont été évoqués. Il y a la question de la fréquence, de comment assurer une bonne coordination. Il y a la question de Starlink qui a été également évoquée encore cette fois-ci. Nous savons que le Niger a déjà emboîté le pas, est en avance, a déjà eu un accord de principe de fonctionnement avec la société Starlink. Donc à nous, État du Mali et du Burkina Faso, de s'associer pour s'inspirer en tout cas du cas nigérien. Et nous avons la chance aussi aujourd'hui, en marge de cet anniversaire, d'avoir des discussions avec également le régulateur togolais qui se joint à nous pour qu'ensemble on partage nos différentes réalisations. Donc le free roaming, je reviens là-dessus, va permettre quand même à nos populations d'être un peu plus à l'aise lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de l'espace AES, pouvoir se déplacer sans changer de téléphone, sans changer de carte SIM, pouvoir se connecter, pouvoir envoyer des SMS, des atouts considérables sans qu'il y ait des frais supplémentaires. Restons à Niamey où la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel s'est ouverte hier. Le thème de la rencontre pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Gérard Abdelaziz de la télévision nigérienne. Les mouvements et organisations progressistes des 4 coins du monde célèbrent la lutte du Sahel contre l'intervention, l'oppression et l'exploitation impérialiste étrangère portée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers la conférence de solidarité avec le peuple du Sahel, objet de la présente cérémonie d'ouverture. Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Nous évoluons avec une armature pragmatique et précise qui régit avec humanisme les rapports entre les peuples, non sans avoir perçu la nature des enjeux. Aucune puissance, ni aucune organisation ne peut empêcher à la Confédération AES de promouvoir l'intérêt de ces peuples dans l'optique de ses ambitions et de la manière dont elle perçoit l'orchestration des rapports de force et des enjeux multiples et complexes de l'heure. L'événement est une initiative du secrétariat exécutif du panafricanisme, aujourd'hui PAT, dirigé par Jonis Jed Alosso et l'Organisation du peuple de l'Afrique de l'Ouest, WAPO, qui ont salué et encouragé la lutte et la résilience du Mali, du général Guetta, du Burkina Faso, du capitaine Traoré et particulièrement du Niger, du général Tchani. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste, venir de vive voix et en présentiel, témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel. La Zen Ali Mahaman, qui s'est réjoui du choix porté sur Niamey pour abriter la rencontre, a livré le message d'encouragement du chef de l'État aux initiateurs et aux participants et s'est aussi apaisanti sur l'ambition des autorités d'un Sahel nouveau. Au Sahel, notre ambition est de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse. Nos 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ne veulent mener une guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, qu'on nous laisse en paix. L'événement historique qui prendra 3 jours permettra aux participants d'explorer l'impact profondément ancré de l'impérialisme français dans la région du Sahel, ainsi que les voies et moyens vers la paix, la souveraineté totale et le progrès. 6e édition de la semaine de l'industrie burkinabé. Elle s'achève demain 25 novembre à Bobo-Dioulasso. Hier, la nuit du mérite de l'industrie burkinabé était organisée pour célébrer l'excellence. Kassoum Milogo et Salam Dabal de la RTB. L'étalon d'or, le trophée le plus convoité de cette nuit dédiée aux entreprises burkinabé, revient cette année à la SNCTEC.
Nous sommes ici, à la Nuit du Mérite, une soirée qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de la Semaine de l'Industrie burkinabé. Depuis la 3e édition, nous avons pu instituer des prix majeurs, à savoir étalon de l'industrie burkinabé et jeunes entrepreneurs innovants dans le domaine de la transformation des matières premières locales. Donc c'est le lieu pour moi de les féliciter, les lauréats, et aussi les inviter à redoubler d'efforts pour encore mériter plus. Une récompense vivement saluée par ces acteurs de l'économie, tout en considérant ces trophées comme une invite à davantage travailler pour le rayonnement de l'économie nationale. Je ressens une grosse fierté pour l'ensemble des personnels de la société qui fait preuve de résilience, qui fait preuve d'active participation à la culture de la compétitivité qui est instaurée au niveau de la société. Et également une invitation à préserver ce statut-là et pour les éditions futures. Nous sommes vraiment très honorés pour ce prix spécial qui nous a été décerné. Et ça nous prouve encore une fois de plus que nous sommes sur la bonne voie. Et nous dédions ce prix à tous les VDP de l'agroalimentaire et du consommé local. Et ça nous invite à mieux valoriser le Made in Burkina pour une sécurité alimentaire. Le travail que nous menons sur le terrain n'est pas passé inaperçu et certains ont trouvé juste de nous encourager et nous inviter à faire plus de façon à lutter au mieux contre toute forme de falsification, toute forme de contrefaçon. La 6e édition de la Semaine de l'Industrie burkinabé se tient cette année sous le thème Industrie burkinabé face aux défis et enjeux de la souveraineté économique. Pour boucler cette page AES, un tour à Abuja où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré à la chancellerie du Mali les chefs des missions diplomatiques du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Les détails avec Amadou Sankaré. Face à leur hôte et tout au long des échanges, les chefs des missions diplomatiques de la Confédération AES ont évoqué avec pédagogie et munitie les raisons qui ont motivé le départ de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous insistons sur l'impératif et la nécessité d'avoir un leadership africain. C'est important parce qu'on a indexé ici des faiblesses, des défis comme les ingérences, comme les diktats d'acteurs extra-régionaux. Et ces ingérences-là démontrent à quel point nous, Africains, nous avons effectivement à nous approprier, à nous réapproprier nos organisations, à impulser un leadership véritablement africain. Et une des conditions aussi, c'est la question du financement. Ces organisations, si nous ne les finançons pas nous-mêmes de manière autonome en tant qu'Africains, évidemment, on va toujours continuer à subir les diktats et les ingérences venues d'ailleurs souvent d'acteurs non communautaires. Prenant la parole, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dit avoir apprécié la qualité des échanges avant d'affirmer que les Nations Unies seront toujours aux côtés des trois pays. Nous avons parlé aussi de la CEDEAO et sur la nécessité des réformes. La décision a été déjà prise par les chefs d'État de penser sur l'avenir de l'organisation. Donc nous demandons que les trois pays participent dans cette réforme de l'organisation parce que pour la mieux adapter aux besoins et défis de la région. Enfin, les deux parties ont salué cette initiative qui vise à consolider le partenariat entre les Nations Unies et les pays de la Confédération AES. Dr Madou Diallo, ambassadeur du Mali en Ouganda, avec résidence à Addis Abeba, a présenté ses lettres de créance à Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda. L'ambassadeur Diallo a transmis au président ougandais les salutations fraternelles et cordiales du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. L'ambassadeur Diallo a saisi l'occasion pour saluer le leadership du président Museveni pour la réalisation de l'unité africaine. Il s'est réjoui de la qualité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération bilatérale qui existent entre le Mali et l'Ouganda. Le président Museveni a également exprimé son souhait pour le renforcement des liens
de coopération entre nos deux pays dans les domaines d'intérêt commun. Il a tenu à réaffirmer son soutien total au Mali dans son combat pour la réaffirmation de sa souveraineté. Place au grand reportage de la rédaction. Cap sur Sikasso, une zone d'élevage par excellence. La région produit plus de 4 millions de litres de lait par an. Derrière cette performance se cache une difficulté, la conservation. Cela en dépit de l'appui de l'État et des partenaires. Moustapha Doumbouya, Suleiman Bamba. La région de Sikasso est une zone de production de lait par excellence avec plus de 4,5 millions de litres par an. Les producteurs sont estimés à plus de 2000 sur la base des acteurs enregistrés au sein de la FERLAI, Fédération régionale des producteurs de lait. Le lait peut jouer beaucoup de rôles dans notre société, notamment l'emploi des jeunes. Il y a 350 jeunes qui ont bénéficié des appuis du passage pour la transformation, la conservation et la production du lait. Le président de la FERLAI est à la tête d'une ferme qui emploie 6 personnes de façon permanente. Ils sont une vingtaine de producteurs à atteindre ce niveau des affaires dans la zone de couverture de la FERLAI qui concerne les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Le lait produit est pour la plupart consommé sur place grâce à l'implication des transformatrices regroupées aujourd'hui au sein d'une organisation appelée Translait. Je transforme à peu près 30 litres de lait par jour. C'est pour avoir les laits pasteurisés, les laits caillés qu'on appelle choukélé, avec du yaourt qu'on met dans les petits bidons aussi. Je vends ici, ça c'est mon coin. Les gens me connaissent ici, les gens viennent, les pensants viennent, tout le monde vient ici. Les difficultés liées à cette transformation, par exemple, le marché n'est pas assez fluide, quoi. C'est ça nos difficultés en cette période de fraîcheur. La production et la transformation du lait bénéficient de l'accompagnement de l'État et de ses partenaires. Je m'avais parlé du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa phase 2, lors du PDPS, le projet de développement de développement pastoral au Sahel. Et je m'avais aussi parlé du PAFA, le programme d'appui au filet agro-pastoral dans la zone de Sikasso. Ce sont vraiment des partenaires qui nous appuient, appuient les producteurs pour pouvoir booster vraiment cette production laitière à travers la région. Et on peut dire que ces appuis, dans quel sens? C'est à travers des subventions en intrants d'aliments et en semences fourragères. Le PDPS a équipé effectivement certains que je viens de citer, notamment Niena, Médine et D également, pour vraiment les équiper en matériel lors de transformation et de conservation du lait. À côté de la production de lait, bon nombre d'acteurs exercent d'autres types d'élevage, parmi lesquels l'aviculture. Le second grand format de la rédaction nous conduira tout à l'heure à Tombouctou. Le temps de faire un stop à Ségou pour suivre cette mobilisation des populations pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. C'était au cours d'un meeting qui a regroupé plusieurs organisations de jeunes et de femmes. Amidou Diallo, Bakari Traoré. Les populations de la cité des Balanzans, avec à leur tête, les sages se mobilisent à travers cette marche de soutien aux initiatives des autorités dirigeantes de la transition. Les maraîchères composées de jeunes et de femmes sillonnent quelques artères de la ville de Ségou avec un seul maître mot sur les lèvres. Cette manifestation, couronnée par un meeting au rond-point de l'hôpital Niana-Orofomba, enregistre la lecture d'une déclaration. Excellence, Monsieur le Président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, les braves populations de Ségou demeureront fidèles à leur engagement constant de soutien à la transition jusqu'au bout. Elle salue la nomination du nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Elle recommande au nouveau Premier ministre, sous le leadership éclairé du président Assimi Goïta, de rassembler tous les Maliens. Tour à tour, les différents intervenants, tous saluent les efforts du président Assimi Goïta et ses compagnons pour un Mali uni et prospère. Les jeunes ségoviens croient en ce qu'ils disent. Serrons les ceintures. Mettons le Mali avant tout en sauvegardant l'intérêt national. Personne n'a le droit de trahir son pays.
car c'est ce qui est commun à nous tous. Cette manifestation patriotique enregistre aussi la présence de plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le parti Demain c'est aujourd'hui réaffirme son soutien au nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. Et puis à suivre dans nos programmes en ce soir, après donc ce journal, votre émission Défense citoyenne a suivi d'une compilation des temps forts des meetings de soutien à la transition à Bamako et dans les régions. Et enfin, votre émission débat, question d'actualité. Sera Batili et ses invités vont échanger sur les priorités et les défis de la nouvelle équipe gouvernementale. À Sibi, dans la région de Koulikoro, remise d'un important lot d'équipements et de médicaments aux 3 CESCOM de la commune. Un don de la Fondation 221 qui vise à renforcer les capacités de prise en charge de ces centres de santé. Des tricycles sont offerts également aux personnes en situation de handicap. Valeur du don, 270 millions de francs CFA. Kassim Diallo, Idrissa Traoré. L'ONG Fondation 221 Mali qui œuvre pour la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire et remet ici des kits médicaux et des médicaments aux structures sanitaires de Sibi. Le coût global de cette opération est estimé à 270 millions de francs CFA. Ces médicaments sont destinés à l'ensemble de la population de la commune de Sibi. Pour nous, chacun a un rôle à jouer dans la construction de l'édifice national dans cette période difficile pour notre nation. C'est pour toute raison que nous avons décidé de soutenir le gouvernement dans le renforcement du plateau technique sur l'ensemble du territoire national du Mali. La Fondation 221 vient de nous offrir gracieusement un important lot de médicaments et de matériel d'une valeur de 270 millions. On ne peut que se réjouir et nous vraiment glorifier. Et pour dire aux plus fortes autorités que ces matériels et médicaments qu'on vient de nous offrir vont être utilisés à bon escient. Ce don est composé des suppléments alimentaires, des anti-inflammatoires, des médicaments contre des problèmes cardiaques et de neurologie. Ces produits pharmaceutiques doivent contribuer à renforcer les plateaux techniques des 3 CESCOM de Sibi. Nous pouvons nous réjouir de ces dons avec un important lot de matériel et de produits médicaux qui auront un impact positif à l'amélioration de nos centres de santé. Ces médicaments sont destinés aux enfants, à leurs mères, leurs papas, à tout le monde, à toute la population de Sibi. Avec cette donation de la Fondation 221. Cette action humanitaire de l'ONG Fondation 221 vise à rehausser le niveau d'intervention du plateau technique des CESCOM de Sibi afin de soulager la souffrance de la population bénéficiaire. Environ 113 millions de francs CFA, valeur d'un autre important lot de matériel remis à 56 associations et groupements féminins. Ce sont des kits événementiels d'assainissement, de transformation agroalimentaire, de savonnerie ou encore de la plomberie. Une œuvre de l'ONG AFLED à travers le projet Djigia. Almouzer Al-Kamissa Yatara. Le lancement du projet Djigia a été marqué par la remise de matériel à plusieurs groupes de femmes. Il s'inscrit dans le cadre de leur autonomisation. Le projet Djigia bénéficie ainsi d'un grand soutien de l'ONG AFLED. Ce soutien intervient dans plusieurs domaines dont la formation, la sensibilisation, l'émancipation, l'épanouissement et l'éducation. Le matériel que nous on a reçu, ça va changer beaucoup de choses parce que la jeunesse dans notre association, ça va leur donner le travail. C'est dans ce contexte que 56 associations et groupements féminins ont reçu plusieurs matériels d'une valeur d'environ 113 millions de francs CFA grâce à l'ONG AFLED. Ces kits, ces matériels sont composés de matériel en événementiel. C'est composé de matériel de transformation agroalimentaire, de la fabrication de pâtes d'arachide, des matériels en assainissement. C'est composé aussi des matériels en bureautique et aussi c'est des matériels pour la saponification. Nous venons en fait en appui pour leur permettre de développer leur projet et d'augmenter leurs revenus. Donc c'est vraiment dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes
qui est quelque chose que nous avons l'habitude de faire à FLED. Mais cette fois-ci, nous ciblons vraiment différentes associations, dont de nombreuses associations de personnes en situation de handicap. En agissant ainsi, l'ONG AFLED, à travers le projet Djigia, vient appuyer ces 56 associations et groupements féminins dans leur quête d'épanouissement, contribuant donc au développement de leur communauté. Rendons-nous à Tombouctou pour nous intéresser à l'origine du quartier Bella Ferrandi, gros plan sur les activités socio-économiques et culturelles des premiers habitants de ce vieux quartier chargé d'histoire. C'est avec Najim Baba Sissé et Mahamadou Askofari. Situé entre le quartier Sankoré et la zone marécageuse de Hamabangou, le quartier Bella Ferrandi ou le quartier de Tamashek aurait vu le jour suite au premier lotissement de la ville de Tombouctou vers les années 1947. Ses premiers habitants seraient venus d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. D'ailleurs, ils se réclament de la lignée de la vieille Bouctou, gardienne du premier puits dont la ville de Tombouctou porte le nom. Nous sommes une communauté, sinon une famille venue d'un village situé entre l'Érythrée et l'Éthiopie, suite à des querelles. Donc c'est ainsi que c'est progressé, sortir vers le Nigeria, du Nigeria vers le Niger, et après suivre la boucle du Niger jusqu'au niveau Gao. Et après Gao, après quelques années, ils sont descendus jusqu'à en face de Gourmararous, qu'on appelle Samar. Cette communauté était tout d'abord installée à l'ouest de la ville, dans le quartier Sankoré, sur les dunes de sable, et suivait peu à peu le mouvement du fleuve en cultivant la pastèque et abreuvait leurs animaux. Le hameau a grandi et par suite, l'eau tarissait et petit à petit, ils étaient obligés de suivre un peu les lieux où il y a assez de pâturage. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés vers la zone Sababou-Bangou. Les premiers habitants de Bella Ferrandi ne pratiquaient pas que la culture de la pastèque. Ils étaient dévoués dans l'agriculture, le commerce et l'élevage. Ils étaient très bien organisés à travers les 3 saisons de l'année. Ils cultivent des pastèques tout au long du fleuve Niger, de 45 km à Al-Masharatim Baraj jusqu'à Verteherj. Et maintenant, quand ils finissent, ils transportent les pastèques dans les villages. C'est là-bas qu'ils vendent les pastèques et ils font même des échanges avec des céréales. Ils amènent du paddy, ils amènent du sorgho, ils amènent du blé même. Quand les périodes de soudure, qu'ils n'ont pas de travaux à faire, et là maintenant ils forment les groupes. Ils traversent le fleuve Niger à partir des Yiloua, dans des grandes pirogues tahi. C'est à l'aide de ces tahis-là, ces pirogues-là, qu'ils traversent le fleuve Niger, et avec leurs ânes. Et tout est fait à dos d'âne. Ils vont dans les gourmands, d'autres vont dans les zones des grandes mares. Au-delà même de la frontière, pour rentrer dans certains villages de Burkina Faso. Les femmes, quant à elles, commercialisaient tout ce que les hommes apportaient. Bella Ferrandi ne badine pas avec la culture. Tout est culturel dans la vie de cette communauté. Mon grand-parent m'a dit, ils m'ont dit que leurs premières activités culturelles, c'est Djaba, c'est Ahoydanga, c'est Dibolo, c'est aussi Chello. Djaba qu'on fait dans les mariages, on les fait dans toutes nos activités culturelles. Et Ahoydanga et Chello, on les fait aussi, si on le recorde très bien, on les fasse. Avant, cette communauté était enfermée sur elle, car un jeune Tamashek ne pouvait pas se marier à une personne d'une autre ethnie. Ayant étudié plus que les anciens, il commence à sortir de l'habituel et se marier non seulement à l'intérieur des autres quartiers, mais aussi à l'intérieur du Mali en général. Aujourd'hui, le quartier Bella Ferrandi, tout comme les autres,
s'est élargi à toutes les autres communautés, avec une intégration socio-culturelle et multiethnique. Restons dans le nord du pays. Après Temera, le nouveau préfet du cercle de Bamba rencontre les forces vives de Bamba. Une prise de contact avec les populations pour échanger sur les défis et les questions de développement. Aliou Idrissa Maïga. Ces échanges entre le nouveau préfet et la société civile de Bamba visent à se donner des idées pour dégager des pistes allant vers le renforcement de la stabilité et le développement du cercle de Bamba. Selon le capitaine Mansa Doumbia, en se donnant la main, tous les défis peuvent être relevés sans difficulté. L'État malien est au courant de toutes les difficultés dans chaque localité, de toutes les souffrances que subit chaque Malien au quotidien. Je vous rassure également que l'État malien est disposé à accompagner tous ses fils, mais pas en rang dispersé, car cela n'est possible que dans l'union, l'entente et la solidarité. Et aux communautés de Bamba de témoigner leur soutien au nouveau préfet dans l'accomplissement de sa mission. Malgré les difficultés que nous avons connues, nous sommes restés à Bamba parce qu'il ne fallait pas abandonner. C'est vraiment un honneur pour nous de rencontrer notre préfet. On a un autre commandant de cercle. On est très content. On va continuer à travailler avec lui. On va aider les Maliens, nous sommes Maliens. Tout court. Ces échanges directs entre le préfet et les communautés du cercle de Bamba marquent le début d'une franche collaboration pour le développement de la localité. Capitaine Massa Doumbia au contact des populations. Assemblée générale constitutive de la coordination pour le développement du cercle de Léré. À l'issue des travaux, un bureau d'une quarantaine de membres est mis en place. Il est dirigé par Hamadou Fall Djanka. Youssouf Diakité, Tchadja Kamara, reportage. Léré est une commune rurale située dans la région de Tombouctou. Léré, érigé en cercle en 2023 par les autorités maliennes, fait face à beaucoup de défis en termes de développement socio-économique. C'est pourquoi ces ressortissants se sont mis ensemble pour créer la coordination pour le développement du cercle de Léré dont les activités sont officiellement lancées ce samedi 23 novembre 2024. Nous avons parmi nous des Tamasheks, des Maures, des Peuls, des Soraïs, des Arabes qui se côtoient correctement comme les mains qui se lavent. Et l'esprit qui est là aujourd'hui est réellement rassurant pour le développement du cercle de Léré. À l'unanimité, les destinées de la coordination pour le développement du cercle de Léré sont confiées à Amadoun Fall Djanga qui met son mandat sous le signe du rassemblement et de la lutte pour la paix. Les populations ont fui l'insécurité, elles ont fui le sous-développement, elles ont fui les persécutions des terroristes. Donc aujourd'hui, notre tâche, qui serait la première tâche à laquelle on doit se donner, c'est le retour de ces populations-là. L'érection de Léré en cercle marque le début d'une nouvelle ère prometteuse pour notre communauté, riche en potentiel et pleine d'espoir pour l'avenir. En érigeant Léré en cercle, nous réaffirmons notre engagement à préserver et à valoriser notre patrimoine tout en embrassant les opportunités de modernisation et de progrès. Tous les intervenants ont lancé un cri de cœur pour la solidarité et l'union sacrée qui sont des éléments fondateurs pour l'atteinte des objectifs de développement. Le deuxième comité de pilotage du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Les administrateurs planchent notamment sur le plan de travail et le budget au titre de l'année 2025. Batraoré. L'année 2024 est marquée par un ralentissement des activités au PDPDRS, projet 2 du programme 2 de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Pour rattraper ces retards, les responsables du dit projet soumettent aux administrateurs un plan de travail et un budget annuel 2025 ambitieux. Ce serait essentiellement axé sur le renforcement de la résilience des producteurs, qui va constituer surtout la construction des ouvrages et dans nos zones d'intervention. Et aussi la gestion du projet. Essentiellement 2,2 milliards pour le renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire et 900 millions pour la gestion du projet. Le projet 2 du PDRS, dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et des conditions de vie des populations au Sahel vise essentiellement à accroître durablement la productivité et les productions agro-silvopastorales, accroître les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques et renforcer les capacités adaptatives des populations pour une meilleure maîtrise des risques climatiques et contribuer à l'atténuation du changement climatique. Financé par la Banque africaine de développement, le PD-PDRS est un projet multinational qui couvre 13 pays dont le Mali. Sa coordination est assurée par le CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Au Mali, il est exécuté dans 10 communes des régions de Koulikoro, Nara et Nyoro. À Kita, préparatif du 53e pèlerinage chrétien, la jeunesse s'associe à l'événement avec des actions de salubrité des espaces de rendez-vous des fidèles chrétiens. Les précisions avec Mahamadi Alioubari. La capitale de l'Arachide, Kita, est en plein dans les préparatifs du 53e pèlerinage chrétien catholique. Pour cette initiative citoyenne, sous le conseil communal de la jeunesse qui donne le ton avec une journée de salubrité au sanctuaire de la paroisse de Notre-Dame au Rosaire. Les bâtiments de ces hauts niveaux de culture ont reçu une couche de peinture, une forte implication des couches socio-professionnelles de la ville de Kita pour rendre la zone de la mission catholique plus propre et attractive. On est des frères et sœurs, on ne sait pas qui est chrétien et qui est musulman. Parce que chaque événement, on fait ensemble avec toute la jeunesse. Quand on se donne la main et qu'on s'entraide vraiment, et la paix et la cohésion sociale sera instaurée vraiment dans la communauté. Cette journée de salubrité s'inscrit dans le cadre de l'embellissement de la ville de Kita qui s'apprête à accueillir des centaines de fidèles chrétiens en provenance du Mali et d'ailleurs. L'initiative donne un nouveau visage à la paroisse de Kita. Les jeunes sont en l'œuvre. Je félicite bien la jeunesse de Kita pour ça. Je félicite aussi les autorités. L'église catholique de Kita remercie l'autorité de Kita pour tout ce qu'elle est en train de faire vraiment pour la réussite de ce pèlerinage. Au nom du gouverneur de la région de Kita, nous remercions l'ensemble de la jeunesse et toutes les couches socio-professionnelles qui se sont mobilisées auprès de nos frères chrétiens, n'est-ce pas, pour cette journée de salubrité. Cette 53e édition du pèlerinage catholique chrétien est organisée sous le thème « Jeunes du Mali, ensemble pour le Malikoura ». Le pèlerinage se déroulera du 28 novembre au 1er décembre 2024. Vernissage de l'exposition intitulée Dreams 30 Bamako. Ça se passe au Palais de la Culture, Amadou Hampâté-Bâ. Cette exposition se tient en off des rencontres photographiques de Bamako. Visite des lieux avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Dream Bamako est une exposition qui regroupe les œuvres photographiques des anciens participants des rencontres photographiques de Bamako. Une manière de rendre hommage et de célébrer cet espace qui est le Palais de la Culture, premier site à accueillir la Biennale photo de Bamako. La Biennale photographique a commencé ici il y a 30 ans. Donc il était important pour nous de venir montrer le palais dans son état naturel et de présenter cette expo. Et aussi, comme la Biennale, on continue à rendre un hommage à Amical Cabral. C'est une exposition panafricaine. Réseau Kourini, le réseau des opérateurs culturels accompagne cette initiative qui est Dream Bamako 30. On est là pour soutenir l'exposition dans le cadre des Biennale de Bamako 2024 au Palais de la Culture. Symboliquement, le palais représente beaucoup de choses justement dans cette Biennale et on fête les 30 ans de la Biennale. Ici sont accrochées les œuvres photographiques qui sont d'Afrique et de la diaspora. Sur cette photo-là, vous remarquerez qu'il y a des plantes, des petites plantes avec les enfants. Bon, et les enfants doivent apprendre à protéger la nature. Ça, c'est une obligation. Dès le bas âge, on doit les montrer ça. Donc, si ils savent très bien qu'ils doivent protéger la nature, et ils ne vont pas faire des erreurs. Je me suis basé sur les enfants pour réaliser cette exposition. Cette cérémonie a été mise à profit pour décerner le prix Françoise Higuier, l'une des figures emblématiques de la Biennale photo de Bamako. Ce prix revient au photographe Seiba Keita. Le public est invité alors pour découvrir les œuvres qui resteront exposées au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ jusqu'au 16 janvier 2025. Et de la musique à présent avec la virtuose de la Kora. Sidiki Diabaté était sur scène vendredi
pour présenter au public bamakois un double album intitulé Kora Lover, 2 opus de 28 titres. Il rend hommage à son père Toumani Diabaté à travers le titre phare Kaladjola Sangoy. Temps fort de la soirée avec Ibrahim Kaoukonate et Siriki Koulibaly. L'artiste à succès, Siriki Diabaté, a conquis davantage le public avec la sortie tant entendue de son double album intitulé Kora Lover, qui est sorti ce 22 novembre à 18h dans les bacs et sur les plateformes. Cet album, très attendu, marque une nouvelle étape dans la carrière de l'artiste. On a choisi un double album pour l'Europe, pour l'Afrique. Il y a des musiques qui sont faites spécialement pour l'Afrique. Kora Ninjarabi, Kora Lover, Kora Kaminkela, Kora Lover. Chokoroba de Atogodi. Kora Lover exprime l'amour qui existe entre l'artiste et cet instrument mythique qui est la kora. C'est aussi le fruit de plusieurs années de travail acharné et de recherche musicale. Siriki Diabaté a réussi à s'entourer de collaborateurs de renom. Mon père fait Toumani Diabaté, Keblak, Distinct, Black M, Ani Neige. Les fans ont déjà eu un avant-goût et ils ont bien accueilli le tout nouveau bébé Kora Lover. C'est très cool. Très cool, parce qu'il a bien travaillé. Il vient de faire un album, donc on est là pour soutenir cet album. Parce que quelques mois seulement, il doit aller à Paris pour le concert de Arena. Un double album, ça dit qu'il a vraiment travaillé. Il faut reconnaître que Siriki Diabaté aujourd'hui, c'est un grand bosseur. Il passe plus de temps au studio que dehors. Ce double album est une véritable confirmation de l'immense talent de l'artiste. Kora Lover est un album de 28 titres partagés entre tradition et modernité. Et de la musique au sport avec vous, Seragato Sissé en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Le championnat national professionnel de Ligue 1, 2 matchs se sont joués ce dimanche. C'est au compte de la première journée. Hein. Oui, Binga FC et l'Union sportive de Bougouni se quittent un but partout. L'ASRL et l'USFA se séparent 0-0. Les duels Yoliba AC, Union sportive de Bougouni et AS Police Stade Malien de Bamako sont reportés compte tenu de la sortie africaine du Yoliba AC en Ligue des Champions et du Stade Malien de Bamako en Coupe de la Confédération la semaine prochaine. Un mot de la Coupe Sidati, si c'est deuxième édition. Les quarts de finale ont débuté hier. Le Stade Malien de Bamako a cartonné KFC 3-0. L'ASCO a corrigé Malikoura 4-1. Les autres quarts de finale se joueront le week-end prochain. Afro, basket masculin, senior 2025, phase éliminatoire. Les Aigles du Mali ont enregistré cet après-midi une victoire face aux Lions du Maroc. Oui, 66-64. Dans ce match, Mamoudou Diarra a été désigné meilleur joueur. Ce succès permet aux Aigles du Mali de se qualifier pour la troisième et dernière fenêtre en février 2025. Le Mali avait concédé 2 défaites face à la RD Congo et au Soudan du Sud. Les hommes du technicien Alayi Diko auront le temps de réajuster les pions avant l'étape du mois de février. Et c'est parti pour la saison 2024-2025 de la Ligue hippique des sports équestres. En prime, l'organisation du Grand Prix Amadou Diatigui Diarra. Tout à fait. Cette course de chevaux en hommage à un passionné, un serviteur, Amadou Diatigui Diarra, annonce véritablement la saison hippique au niveau de la Ligue de Bamako. Cet événement a mobilisé du beau monde au champ hippique. Abdul Karim Kaba. 4 courses, dont 2 en petits chevaux, une chez les demi-craques et le Grand Prix Amadou Diatigui Diarra chez les craques. Instaurée il y a de cela 4 ans, la Ligue des hippismes et des sports équestres rend ainsi un hommage à Amadou Diatigui Diarra et son écurie Nid des champions avec 13 trophées du Grand Prix de la Nation et 6 drapeaux du Grand Prix Pays Mali. Amadou Diatigui Diarra, c'est aujourd'hui le patriarche du hippisme malien. Et donc il y a de cela 4 ans, la Ligue a décidé de l'honorer par la journée inaugurale. Et nous sommes à la 4e édition. C'est pourquoi Amadou Diatigui Diarra,
c'est le plus grand propriétaire des champions de tous les temps au Mali. Donc le détenteur des records. Les différentes courses ont été âprement disputées devant un public acquis à la cause. Ainsi, le Grand Prix Amadou Diatigi Diarra est gagné par le cheval général Sadio Kamara. J'appelais des chevaux comme Roi de l'air, qui appartient à mon oncle Amadou Diatigi Diarra, et à des lutteurs sénégalais Sassilo-Malien. Donc c'est vous dire que la course hippique est une tradition, une vieille tradition qui au cours des âges a stimulé, enflammé l'esprit de compétition entre des jeunes sur des chevaux. Donc c'est une activité qui fait partie intégrante de notre tradition. Donc célébrer un homme qui fait partie des plus vieux dépositaires de ce sport, c'est un honneur pour moi de représenter la famille et à son nom de dire merci à tout le monde. La Ligue de hippisme et des sports équestres a saisi l'occasion pour décerner des trophées aux partenaires et aux bonnes volontés qui œuvrent pour le développement de la course hippique. C'est donc parti pour la saison 2024-2025 avec 30 journées dont des grands prix programmés. Le rendez-vous est donc noté. Alors, cette annonce pour terminer l'émission sportive Tchibabao est de retour sur la chaîne de leur thème L'onde de choc 95.2 FM. Kogi Sibi reçoit ce dimanche à 22h45 deux invités. Lamine Kamisoko, le représentant du Djoliba AC, et Lassine Diarra, le représentant du Stade Malien de Bamako, pour parler des préparatifs de ces deux ambassadeurs engagés en compétitions africaines des clubs. Tchibabao est une réalisation de Souleymane Sanogo. Very good. Tchibabao, une grande émission en sport de la 2 en Bamanaka. C'est à quelle heure? 22h45. Tchibabao, à ne pas manquer donc sur l'onde de choc, la 95.12, avec Kodi Sibi et Very Good, avec à leur côté des invités de marque. Les invités de marque. Merci Sragatou. Je vous en prie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est ce qui me fait à ce 20h week-end. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie et excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.